bonsoir. Je vais bien et vous? Ça va, merci, plaisir de vous avoir au nouveau. Merci pour votre appel. Le plaisir est partagé. Et aussi, nous avons le docteur Denis Djengila. Bonsoir. Bonsoir, bien. Ah, moi aussi. Ah, merci. On est tous intelligents ici, à ce que je sache. Ouais. Là, pour débuter notre émission avec le temps, je vais poser la première question à M. Leroy aujourd'hui. On va d'abord définir qu'est-ce que c'est que la société. Comment pouvez-vous définir la société, M. Leroy? Merci pour la parole. Je vais définir ce mot le plus simplement possible. La société est en fait un assemblage d'hommes unis par des lois, le plus simplement possible. Et je vais aller vers M. Djengila. Je vous en prie. Ok. M. Djengila, comment vous pouvez définir l'éducation? Ok, donc on peut définir l'éducation comme étant un processus graduel qui comporte des changements positifs dans la vie et le comportement d'un individu. Donc, de- c'est un processus. Ouais. Ouais, ça va de pair, ça va de pair. Lorsqu'on parle de l'éducation, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent rentrer en compte et cela se fait de manière graduelle. Ça, l'éducation, c'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière automatique, disons aujourd'hui et demain, voilà, tout est ok. Non, mais c'est un processus. Ouais. Je vais vous la faire un petit peu. Je vais vous aller vers la troisième question, à savoir quel type d'éducation nous pouvons trouver. Parce que l'éducation de taille, l'éducation des temps d'éducation que nous pouvons avoir. Je pense que de manière générale, il existe trois types d'éducation. L'éducation formelle, l'éducation informelle et l'éducation non formelle. Donc voilà les trois catégories d'éducation qu'on a. Voilà. Vous les exercer. Parce que moi j'ai appris l'école d'éducation physique et l'éducation morale. Ben, en fait, dans l'éducation formelle, par exemple, c'est l'éducation qui est structurée en quelque sorte, qui est organisée. Et cela, voilà, donc on peut prendre par exemple, en ce qui concerne sur le plan éducatif, nous avons par exemple l'école. Et au niveau de l'école, tout est hiérarchisé. En fait, ça part par exemple depuis le ministère, là où vous avez des programmes établis, et ça se passe dans un cadre qui est l'école. Donc là, nous avons l'éducation formelle. Maintenant, l'éducation formelle aussi prend en compte en fait l'individu va par exemple décide d'apprendre pas de manière forcée. C'est-à-dire c'est l'individu qui décide d'aller apprendre quelque chose. Et que ça peut être euh, à l'école, ça peut être la musique, ça peut être dans beaucoup de domaines. Et lorsqu'on parle maintenant de l'éducation informelle, c'est maintenant en fait une particularité. Parce que là, par exemple, ça va engager un individu. Ça va engager un individu à peu près dans les mêmes processus, mais ce n'est pas aussi organisé comme l'éducation formelle. Et là, par exemple, on peut prendre des exemples. Si on va, par exemple, dans le monde, dans la vie de tous les jours, nos parents, on va te parler, par exemple, comment je peux, des entreprises formelles et informelles. Voilà, des petits boulots, voilà ce que les gens peuvent faire au niveau des cabines téléphoniques, par exemple, en ce qui concerne notre pays. En fait, ça, c'est dans le domaine informel. C'est pas formel, c'est pas, en fait, je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Et quand on parle maintenant, Est-ce qu'on peut avoir, moi je veux dire, un exemple terre à terre par exemple, si quelqu'un est devenu ingénieur, oui, il a suivi le système académique. bien sûr, là nous sommes dans l'éducation formelle. Là, nous sommes dans l'éducation formelle. Est-ce qu'on peut dire par exemple les self-made Oh, et dans l'informel, généralement, millionnaires qui sont partis de rien? oui, dans l'informel, par exemple, on ne va pas avoir, par exemple, ça ne sera pas, par exemple, sanctionné avec des diplômes, par exemple, la licence, tu vois, parce que nous sommes dans un cadre qui n'est pas formel.
Et quand c'est formel, c'est là où je dis que tout est organisé, c'est-à-dire tout est structuré. Et il y a un programme qui est respecté. Il y a des volumes horaires à respecter. Donc, et à la fin, c'est sanctionné par un examen. Et voilà, par exemple, le bac, et ainsi de suite. Mais quand on parle de l'éducation non formelle, on n'est pas obligé d'arriver à ce qu'on appelle, au pays, je peux appeler ça comme ce qu'on disait, des encadrements à domicile. On peut prendre ça, voilà, au Congo-Brazzaville, on peut prendre ça comme étant de l'éducation informelle. Mais c'est quand même organisé, mais c'est pas, l'organisation diffère par rapport à l'éducation, euh, par rapport à l'éducation formelle. C'était quoi notre type d'éducation? L'éducation non formelle. Et l'éducation non formelle, généralement, c'est l'éducation qu'on découvre dans la rue, dans la vie, pardon, pas dans la rue, désolé, dans la vie quotidienne. C'est ce qu'on apprend. Ça fait partie de l'éducation non formelle. Et là-bas, la personne même parfois même est inconscient. Raison pour laquelle on parle de l'influence, n'est-ce pas? L'influence l'influence du monde extérieur. Voilà. Et là, ça rentre dans le cadre de l'éducation non formelle. Donc l'individu ne se décide pas. Donc c'est de manière, en fait, comment je peux dire ça, inintentionnée. Ok? Voilà, parce que les deux autres que j'ai cités au préalable, c'est de manière intentionnée. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut dire. Monsieur Henri, on va parler de notre point important de ce soir, qui concerne l'éducation scolaire. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de l'éducation scolaire? Et avant de revenir à ma question, pensez-vous qu'elle est obsolète aujourd'hui, cette éducation, qu'elle a ses failles? Bien entendu, bien entendu. Je pense qu'elle a ses failles. Du moment où il y a certains de ces élèves qui abandonnent l'école et il y a certains qui carrément, bon, comme j'ai dit, abandonnent, certains ne réussissent pas ou bien ne vont pas au bout. Donc forcément, il y a une raison en fait. Il y a forcément des failles. Alors, qu'est-ce que vous pensez en gros de l'éducation scolaire? En gros, je pense que l'éducation scolaire joue un rôle très très important dans la vie d'un homme parce que c'est là où je peux dire que l'enfant passe la majeure partie de son temps en dehors de la maison, en dehors de la rue. L'enfant est à l'école. Et si, comme le doc Denis venait de dire, les structures ou bien les fondements ne sont pas bonnes, ben, l'enfant apprend des choses qui ne lui seront par exemple pas utiles, des choses par exemple qui vont abaisser son estime de soi, parce que lorsqu'on fait des examens, il peut arriver que voilà, tu as des notes déplorables et tu te dis voilà, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas doué dans ceci, tu vois. Et tout cela fait intervenir en fait les structures d'une éducation scolaire. Est-ce que dans cette manière de faire, on met en avant les avantages des enfants, on met en avant le potentiel des enfants? C'est une question qu'on doit se poser. Et dans plusieurs pays, nous remarquons que le taux d'enfants qui abandonnent l'école est très élevé. Et on doit se poser les questions pourquoi? Oui, qui abandonne? Et le taux d'élèves qui ne vont pas au bout aussi de leurs études est élevé. Donc la question est de savoir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les failles dans cette éducation, dans ce modèle d'éducation en fait. Aujourd'hui, au 21e siècle, nous sommes un peu dans le mouvement entrepreneurial et tout le monde se dit que voilà, l'école n'est plus importante, que c'est une perte de temps. Et donc, ma question, je vais encore revenir à vous. Est-ce qu'il est important aujourd'hui au 21e siècle d'aller à l'école pour réussir à l'avoir? Je dirais oui et je dirais non. Quand je parle de l'école, je parle pas de l'éducation, je parle du lieu où les jeunes se rassemblent pour apprendre. Mhm. C'est très important. Je vais reprendre Bon, je commence par le nom d'abord. Le nom, je vais prendre un exemple de Mark Zuckerberg, que nous connaissons tous. C'est un monsieur qui a commencé ses études à Harvard et qui a abandonné.
pour se lancer dans les affaires. Aujourd'hui, c'est un multimilliardaire. Et je termine par le plus important, dire qu'on doit passer par l'école pour réussir. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, le diplôme compte. Une personne, c'est vrai qu'il y a le chômage un peu partout dans le monde, mais si on va voir les taux de chômage de ceux qui chôment avec le diplôme et ceux qui chôment sans diplôme, je pense que ceux qui chôment sans diplôme sont plus élevés. Et aujourd'hui, si toi et moi allons déposer un dossier dans une entreprise pour chercher un travail, si toi tu as un diplôme et moi je ne l'ai pas, bien entendu, c'est toi qu'on va retenir. On est d'accord? Bien que j'ai des compétences, bien que j'ai de l'expérience, à un niveau donné, on va se demander un certain diplôme. Donc je vais dire que c'est important d'aller à l'école pour avoir ce genre de travail. Je vais dire aussi que c'est important d'aller à l'école pour réussir de manière financière. Parce qu'avec ton diplôme, on te donne un poste ou bien un salaire qui répond à ton diplôme dans des pays bien structurés. Donc tu gagnes de l'argent par rapport à cela. Sur le point de vue scolaire, sur le point de vue de l'école. Et il y a un troisième aspect également, c'est l'aspect de l'estime de soi. Imagine-toi, tu es allé à l'université par exemple, ou bien tu es allé au collège, tu dois être sanctionné d'un diplôme de fin d'études pour passer en classe supérieure. Et tu arrives à ce niveau, tu échoues. Ça touche un peu ta personnalité. Ça touche un peu ton estime personnelle. Donc, aller à l'école, réussir par l'école est très important. Et pour terminer, pour dire pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que le oui domine sur le non. J'ai donné un exemple de Mark Zuckerberg qui avait abandonné ses études. Mais il s'avère qu'il est retourné à l'école. Il est retourné à Harvard. Il était milliardaire, bien entendu, mais il est retourné pour prendre un diplôme. Et aujourd'hui, il est docteur. Mais lorsque vous voyez la joie qu'il a exprimée après l'obtention de son diplôme, c'est comme s'il a oublié toute sa fortune en fait. La joie était excellente. Et on le voit même, il y a des gens qui arrêtent des études, je ne sais pas, après le bac ou bien après la licence, vont travailler, mais arrivés à un niveau donné, ils sont bloqués. On a besoin par exemple d'une maîtrise quelque part, mais le monsieur est bloqué. Soit il repart à l'école, soit il se contente de ce qu'il a. Donc je vais dire que c'est très important d'aller à l'école. Quand bien même tu veux faire des affaires, tu as besoin de savoir comment compter, comment t'exprimer. Tu vois, il y a beaucoup d'outils que l'école nous donne que tu as besoin d'utiliser dans ta vie quotidienne. Merci, M. Rambier. Donc, M. Général, pour la question sur le milieu, quelle est alors réellement l'importance de l'éducation dans la vie d'un individu? Quelle est vraiment la place? Bon, si on peut vraiment essayer de voir la place qu'occupe l'éducation pour un individu, je peux dire que c'est vraiment primordial. Pourquoi primordial? Parce que l'éducation, c'est pas seulement peut-être, on a parlé de 3 types d'éducation, et si on parle par exemple de l'éducation formelle, qui est l'éducation aussi on peut appeler scolaire, là tu vas voir qu'on va présenter cela comme étant l'acquisition d'idées, des techniques d'apprentissage aux élèves. Okay? Mais on n'a pas seulement besoin de cela pour en fait être un bon citoyen, par exemple, n'est-ce pas? Donc on a aussi besoin, par exemple, d'être formé au niveau de la maison, au niveau des parents, l'éducation de base, ce qu'on appelle par l'éducation de base, qui est très très capitale, parce que là, quand l'éducation de base échoue, et là on peut voir l'exemple dans nos pays avec des enfants souvent abandonnés, qui ne grandissent pas ensemble avec les parents, on voit ce que ça entraîne. Nous avons aujourd'hui beaucoup des orphelinats, gloire à Dieu qu'on a des orphelinats. On a moins des gens qui pensent à eux, mais les autres se retrouvent où? Dans la rue. Quelle est l'éducation que ces enfants-là reçoivent? C'est un manque à gagner pour l'État, parce que parmi eux, on pouvait bel et bien avoir des ingénieurs,
On pouvait bel et bien avoir des docteurs, n'est-ce pas? Donc, on voit que l'éducation va aller au-delà de l'école. L'éducation ne s'arrête pas seulement sur l'école. C'est ce que les gens croient, et généralement quand on parle de l'éducation, on voit directement l'école, c'est vrai. Mais il y a aussi l'éducation, par exemple, traditionnelle, que tu peux recevoir au niveau, pour nous qui sommes un peu ancrés dans les origines, des traditions. On peut voir aussi l'éducation culturelle, de la culture, comment vivaient par exemple nos parents, nos aïeux et tout. Donc, tout cet ensemble-là, c'est ça qui va vraiment façonner la personne du point de vue moral, civique et même du respect de l'autre. Pourquoi? Parce que les valeurs qu'on a, ce qu'on a reçu comme éducation, les valeurs, et c'est ce qu'on peut donner. On dit souvent que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Et on ne peut pas faire de la magie. Donc si au préalable, tu n'as pas reçu cette éducation de base au niveau des parents, qui est renforcée par l'éducation au niveau de l'école, parce qu'il faut quand même le souligner que l'école vient en quelque sorte enchaîner l'éducation qui a été déjà amorcée au niveau des parents et accompagner cela. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Par exemple, dans nos pays, tu vas voir que, moi je prends mon exemple, à l'époque, je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, lorsqu'on parlait par exemple de mon professeur, on appelait à l'époque le maître. Quand on parlait de mon maître, je pleurais. Quand on se moque de mon maître, je pleure. Mais parce que c'était de l'estime, c'était le respect qu'on avait envers l'enseignant, tu vois. Donc je défendais mes enseignants corps et âme. Je me battais lorsqu'on les insultait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Que l'éducation là n'existe plus. Aujourd'hui, les élèves insultent les enseignants. Les enseignants n'ont plus, en fait, ils ne jouent plus pleinement leur rôle. Pourquoi? Parce que déjà, même quand l'enseignant veut jouer pleinement son rôle, il y a aussi des lois. Aujourd'hui, c'est vrai, excusez-moi, c'est une parenthèse, c'est vrai que je sais que j'élargis un peu la question, mais je crois qu'on est dans l'éducation et ces choses doivent être aussi dénoncées pour que les parents puissent aussi prendre conscience, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des parents qui sont démissionnaires de l'éducation de leurs enfants. Et ce sont les enseignants ou encore les maîtres qui payent les pots cassés. Pourquoi? Parce que tu reçois des enfants qui sont mal éduqués et toi, tu as des problèmes, n'est-ce pas? Raison pour laquelle on doit interpeller les parents. On doit interpeller les parents de s'investir dans l'éducation de leurs enfants. Sinon, pourquoi faire des enfants? Donc je pense que si on peut vraiment revenir un peu dans le sujet qu'on est en train de partager maintenant là, je pense qu'il est très, très fondamental que l'éducation des enfants, des individus, puisse d'abord commencer au niveau de la base qui est la maison et que cela soit accompagné ou encore approfondi au niveau de l'école. Comme ça, quand l'enfant ira dans la rue ou encore dans le monde, dans la société, l'enfant sera bien assis, n'est-ce pas? Parce que l'environnement, ce qu'on appelle le background au niveau de l'éducation de l'enfant est solide. Et là, on a un citoyen honnête, digne, qui fait la fierté de la nation. Très bien, encore une fois. Comment on fait pour essayer de convaincre un jeune? Je pense qu'il faire trop d'études, c'est trop demandé pour les gens. Mais là, c'est pas tout le monde le dit. L'école, ça sert à rien. Je vais le doctorat, tout le monde le chômage. Je ne peux pas aller à l'école. Comment essayer de persuader ces gens? Pas persuader, mais comment les aider à les motiver de façon positive, pas seulement avec des discours persuasifs, mais vraiment essayer de les encourager à apprendre. Ça demande du changement en fait. Changement dans le modèle, dans le système éducatif. Et oui, allez-y. Vous avez dit tout à l'heure que le système éducatif est trop en fait. Est-ce que aussi, l'un des problèmes, c'est parce que les jeunes trouvent que, vous savez, il y a des choses qu'on voit de façon inconsciente, et on ne peut pas dire, mais on sent que c'est pas très juste. Est-ce que le fait que l'école est aussi mal vue, surtout du point de vue des vieux,
Est-ce que c'est dû au fait qu'il n'y a pas de résultat, ça? En fait, c'est notre travail. Bon, là, ça demande la participation en fait massive de l'État aussi dans ce domaine. C'est de répertorier en fait les domaines dans le besoin et savoir où trouver des têtes capables d'assurer certains rôles là où ils en ont besoin en fait. Voilà pourquoi j'ai parlé du changement dans le système éducatif. Si on veut que les gens aient du goût pour aller à l'école, mais il faut que l'école leur donne ce goût-là. Quand tu vas à l'école et que tu t'ennuies, quand tu vas à l'école et qu'on te donne des trucs triple intégrales, je sais pas quoi, et tu te dis que voilà, demain je vais pas utiliser ça dans ma vie. Voilà, je n'irai pas en Angleterre. Mais si l'enfant n'a pas le goût en fait d'apprendre la langue anglaise, l'enfant n'a pas le goût d'apprendre les mathématiques, comment est-ce qu'il va le faire avec plaisir? C'est impossible. Et j'ai vu aujourd'hui qu'en Finlande, ils ont le meilleur système éducatif au monde. Mais comment est-ce qu'ils font? En fait, ils ont minimisé la pression pour maximiser les résultats en fait. Chez nous, dans notre système, je vais parler du Congo, dès le bas âge, dès que tu commences les études, à 6 ans par exemple, tu as déjà les examens. Tu rates, voilà. Tu as déjà des examens. Et quand tu vas faire un examen et que tu échoues, tu es encore un enfant. Tu ne sais pas comment interagir face à cet échec. Tu ne sais pas comment réagir à cela. Tu comprends un peu? Tu le fais au CP1, au CP2, tu es toujours parmi les derniers. Au CE1, CE2, tu es toujours parmi les derniers. Mais tu vas te sous-estimer. Donc, je n'ai pas un certain potentiel, je n'ai pas une certaine Bon, après, intelligence. ça dépend aussi de comment l'environnement nous conditionne. Bon, pas seulement l'environnement, c'est le système toujours. C'est toujours le système. Parce qu'aujourd'hui, les enseignants doivent en fait savoir que tout le monde n'a pas la même capacité d'apprendre. On peut donner une leçon aujourd'hui, moi je comprends directement en classe, il y a celui-là qui va comprendre une fois à la maison, mais il y a celui-là qui va comprendre une semaine après. Les professeurs doivent être capables comment je peux dire, de répertorier ce genre d'élèves et donner les exercices en fait selon le calibre de tout un chacun. Et quand tu fais un exercice, tu réussis. Tu as une certaine satisfaction. Mais demain, tu vas refaire et le niveau augmente. Voilà pourquoi je reviens encore sur le système de la Finlande que j'ai trouvé très, très, très intéressant. Il forme en fait les enseignants. C'est la base. Ils forment des enseignants. Quand on recrute un enseignant, ils ont une école spéciale où on les forme dans la pédagogie, dans la façon d'interagir avec les élèves. Ils sont formés. Et ce n'est pas n'importe qui qu'on retient là-bas. Les demandes sont nombreuses, mais on retient ceux qui ont la compétence de le faire. Et une fois qu'ils sont à l'école devant les enfants, ils font bien leur travail. Tu imagines une salle de classe de 15 élèves où il y a 3 professeurs pour 15 élèves. Et parmi ces 15 élèves, par exemple, s'ils doivent aller, je ne sais pas, faire d'autres cours, on peut les scinder en groupe encore. Il y a 6 qui vont faire les mathématiques, 6 qui vont faire l'anglais. Et les résultats sont efficaces. Quand bien même que les Américains vont pour essayer de comprendre, mais comment est-ce que vous faites? Quand il y a des examens internationaux, les Finlandais sont toujours parmi les premiers. Voilà. Ils sont même beaucoup étudiés. Le secret, c'est qu'on leur a donné ce goût-là d'étudier. Ce goût-là d'être discipliné dans les études. Ils ne font pas les choses, comment je peux dire, en forçant en fait. Non, c'est simple, ça devient comme naturel. Il sait que là, je dois lire, il va lire. Et ils finissent à des heures raisonnables, ils rentrent à la maison, l'enfant a le temps de se reposer. Un enfant de 7-6 ans a encore besoin de s'amuser. Mais toi, tu lui mets dans une salle de classe où il est figé sur son banc, il doit faire des exercices de 7h à 12h. L'enfant a encore besoin de s'amuser, donne-lui une certaine liberté.
L'enfant peut apprendre des jeux. Dans des jeux, vous mettez des jeux de, je sais pas, mathématiques ou comment, il fait des jeux, il trouve des solutions. Ça reste. C'est vrai parce que ça démotive les gens, ça pousse beaucoup de gens à arrêter. Alors, comment on cherche à ceux qui ont abandonné, comment les pousser à dire voilà, c'est pas fini, d'arrêter l'école, mais je ne sais pas quoi faire. Quels sont les moments, quels sont les techniques qu'on peut trouver pour dire à ces gens-là que voilà, d'arrêter les études de la vie n'est pas finie. Oui, c'est pour les remotiver encore, je pense que des exemples des gens qui sont passés par là, qui ont abandonné et ont repris leurs études et ont mieux réussi encore dans la vie, servira. Parce que si tu lui mets un certain modèle, il saura comment le suivre. Parce que si tu parles juste sans exemple, ça sera difficile. Ça sera difficile. Néanmoins, il faut leur dire que c'est pas trop tard. Peu importe là où tu es, peu importe ce que tu fais, on apprend tous les jours, on étudie tous les jours. Tous les jours. Aujourd'hui, pour ne parler que du français, le dictionnaire français est rempli de beaucoup de mots. On ne les connaît pas tous. Mais si tu te mets aujourd'hui à lire des livres, à suivre des documentaires, tu vas découvrir de nouveaux mots. Donc c'est pour dire qu'on étudie tous les jours. Et c'est important pour ceux qui ont abandonné leurs études, je ne sais pas, pour des raisons scolaires, pour des raisons financières. Je vais faire une parenthèse sur ces raisons financières. Les autres, c'est l'État. Les élèves vont dans des écoles publiques structurées où le déplacement est free. Mais dans certains pays, l'enfant d'abord n'a pas de quoi payer son déplacement. Il est déjà stressé. Le pauvre, il est déjà stressé. Arrivé en classe, le peu qu'il avait pour manger un petit gâteau, il a payé le bus avec. Il arrive, il y a un cancer dans le ventre, il y a le cours au tableau. Le cancer prend le dessus. Il ne suit plus. Et dans les autres, le système éducatif, le manger est gratuit. Il y a des cantines. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est tout un système qui doit être changé. Il y a des cantines. Pendant la pause, l'enfant va manger. Tout ça, c'est important. Et on donne la possibilité à tout le monde, peu importe la région que tu viens, peu importe la langue que tu parles, dès que tu viens à l'école, toutes les possibilités qu'on donne, je ne sais pas, à un enfant issu d'une certaine famille, tu l'as aussi. Tout le monde a la possibilité de réussir. C'est ce que nous devons faire dans nos pays respectifs, en fait. Voilà un peu. On a accéléré, monsieur Tignan. Un jeune achevé, se pose beaucoup de questions. Ah ben oui. La décision, c'est vraiment un mal qui est surtout vécu par les jeunes. Je ne sais pas quel goût faire, je ne sais pas où aller. Alors là, je dois chercher bien cela. L'orientation. Ouais. Donc, bon, en fait, je veux revenir sur la question de l'orientation, mais j'aimerais quand même souligner d'abord un fait, c'est que au Congo-Brazzaville, nous avons des enseignants qui sont très bien formés, et qui ont des exact, et qui ont des compétences, parce que aujourd'hui, je suis fier de voir que de ma promotion, des amis avec qui j'ai fini mon master se retrouvent un peu partout dans le monde et qui sont en train de poursuivre avec leur formation doctorale et qui évoluent, qui excellent. Donc déjà, cela me prouve à suffisance qu'on a reçu une très bonne formation, disais-je, et moi-même je suis la preuve. Donc ça, c'était juste essayer encore d'abord de recadrer et de dire aussi que le problème, comme l'a dit mon prédécesseur, se trouve au niveau de pas vraiment le changement, mais l'ajustement ou encore la restructuration. En fait, restructurer, essayer d'adapter par rapport aux réalités actuelles. Parce que l'exemple qu'il prend de la Finlande, c'est bien. Il parle par exemple d'une salle de classe de 15 élèves avec 3 enseignants.
Chez nous, c'est 180 élèves avec un enseignant. Alors, il n'est pas magicien, il ne va rien faire, n'est-ce pas? Tu as déjà la pression de la salle qui t'étouffe toi-même en tant qu'enseignant. Et non, mais je te dis sérieux, je suis passé par là. Tu as en face de toi 80, 100 élèves, et qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Quoi? Tu ne vas pas faire la magie, n'est-ce pas? Et donc, je pense que les conditions ne sont pas les mêmes, parce que quand tu prends, par exemple, ce pays, c'est un grand pays très, très, très développé et très avancé par rapport à notre pays qui connaît encore beaucoup de progrès. Je crois qu'avec le temps, on finira par les relever. Et donc, si on revient maintenant sur la question concernant l'orientation, ce matin, je lisais un article sur l'orientation des nouveaux bacheliers, et même ça commence depuis le lycée. Et ça m'a fait énormément plaisir. Et ça se passe au Congo-Brazzaville notamment. Ouais. Avec les 3 ministres, ils ont... Non, 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 pas des bourses, mais carrément, ça c'est nouveau. Ils veulent instaurer, en fait, ils vont monter comme une commission qui va animer pratiquement dans tout le pays, qui va vraiment donner l'information depuis le lycée concernant l'orientation et aussi au niveau de l'université. Et ça m'a fait énormément plaisir parce que nous, on n'a pas eu cette opportunité d'être orienté et on a connu beaucoup d'échecs. Parce que après le bac, par exemple, quand tu as un bac scientifique, non plus, je ne pense pas. Parce qu'à l'époque aussi de nos parents, ils étaient généralement orientés par rapport aux résultats par exemple au niveau de l'université, par rapport aux résultats du bac. Si tu fais par exemple une bonne moyenne dans les disciplines scientifiques, on va t'orienter dans des filières qui ont vraiment beaucoup de liens avec les mathématiques, n'est-ce pas? Et si c'est le contraire, la littérature, et on t'oriente aussi. Donc je pense que l'orientation ne dépendait pas vraiment de nos papas, mais cela dépendait des gens qui avaient cette responsabilité. Mais aujourd'hui, on peut maintenant orienter les jeunes, on peut les informer. Par exemple, ce que nous sommes en train de faire maintenant peut permettre à une personne qui est connectée, par exemple sur YouTube, parce que je suis sûr que l'émission va passer sur YouTube, qui en suivant l'émission peut savoir maintenant par rapport à ses compétences comment il peut s'auto-orienter, n'est-ce pas, après son examen. Et j'espère que peut-être il y aura d'autres questions, sinon je peux encore développer, par exemple donner plus d'exemples, et voilà, si on a le temps en tout cas. Il y a d'autres questions que je vais poser à M. Mondi. M. Mondi, quelle est la place que parents dans la réussite scolaire des enfants? Merci pour la question. Je voudrais revenir sur ce que le doc venait de dire. Il a effectivement raison lorsqu'il dit que les enseignants au Congo-Brazzaville sont formés. J'ai voulu parler en fait, même si je ne l'ai pas mentionné, des écoles privées en fait au pays qui aujourd'hui gâtent l'éducation de beaucoup d'élèves, de beaucoup de jeunes garçons. Pourquoi? Parce que la plupart des enseignants qui vont dans ces écoles privées ne sont pas, par exemple, tous passés par l'ENS. Il y en a d'autres qui, juste après son bac, on le recrute, il va enseigner, je ne sais pas, les mathématiques, parce qu'il a juste appris l'anglais quelque part, il va enseigner l'anglais. Voilà pourquoi j'ai plus martelé sur l'école publique. Et ça, c'est le domaine de l'État. Et le fait qu'il y ait 180, 100 élèves dans une salle de classe, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça aussi, c'est le domaine de l'État. C'est le domaine de l'État de trouver des solutions sur ce point de vue. Construire des écoles, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire. Ce sont des choses qu'ils peuvent faire. Si j'ai pris l'exemple de la Finlande, c'est parce qu'on a quasiment presque le même nombre d'habitants. Ils sont dans 5 millions, nous on est dans 4 millions et quelques. On a quasiment le même nombre d'habitants. Ils n'ont pas le pétrole, ils n'ont pas tout cela, mais ils ont misé sur l'éducation des hommes, sur la matière grise. Ce sont des choses, même si on ne fera pas comme eux, mais au moins on peut s'inspirer et essayer d'améliorer en fait, ou de restructurer, comme vous venez de dire, les choses. Et la question était de savoir le rôle des parents. Il a su le souligner aussi tout à l'heure, que lorsque l'enfant chez lui à la maison ne reçoit pas une bonne éducation,
il devient en fait une charge pour l'enseignant. Si l'enfant à l'école, à la maison plutôt, on ne lui apprend pas certaines bases, certaines valeurs, on appelle ça l'éducation civique. Si on ne lui apprend pas, voilà, comment respecter une personne âgée. Si on ne lui dit pas, voilà, si tu as un chapeau, tu rencontres une personne âgée, il faut le ôter. Il ne faut pas tendre la main en premier à une personne âgée. Il ne faut pas, je ne sais pas, hausser le ton. Il ne faut pas faire ceci, faire cela. Mais si à la maison, il n'a pas ces bases, c'est juste ce qu'il va recevoir chez lui qui va ramener à l'école. Et il a su le souligner, c'est que les parents ont un rôle très, très important, pas seulement dans l'éducation scolaire, dans l'éducation en général de leurs enfants. Ils ont, je peux dire, le rôle primordial. Si vous mettez au monde un enfant qui n'avait jamais désiré venir au monde, préparez-vous à l'éduquer. Aujourd'hui, moi, ça me déplore de voir dans certains quartiers, tu vas voir un enfant, tard dans la nuit, se balader dans la rue avec un slip. Il est en sous-vêtements, il se balade dans la nuit tard. Mais qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure? Où sont tes parents? Où sont tes parents? L'enfant est dehors, mal habillé, des habits déchirés. Où sont tes parents? Alors, ce besoin que vous avez déjà je pense que ce n'est que la même temps. Alors, quand vous serez, ce besoin que vous aviez lié, comment structurez-vous l'éducation scolaire? Bon, ce qui est vrai, c'est que ça ne sera pas... En tout cas, de mon point de vue, je pense que ça sera quand même quelque chose de... Ça sera comme un défi, parce que c'est déjà... Je ne peux pas dire que ça sera un travail facile, loin de là. Ça sera d'abord un travail très, très difficile, parce que je pense qu'au préalable, il faudrait d'abord faire des investigations au niveau, dans tout le système, essayer de revoir qu'est-ce qui pose problème. Où est-ce qu'on a plus d'échecs et pourquoi? Pourquoi on a plus, par exemple, de chômage avec des élèves qui obtiennent le bac littéraire, par exemple. Ok? Pourquoi et comment y remédier? Comment pouvons soit essayer de voir dans des séries, soit incorporer un bon programme qui peut leur donner à la fin un bon niveau, soit en mathématiques, pas de la même manière que ceux qui vont faire les séries scientifiques, mais qui peuvent leur permettre, après l'obtention de leur diplôme, d'évoluer dans d'autres filières. N'est-ce pas? Là où on peut faire aussi un peu de mathématiques. Parce que, qu'on ne se le cache pas, les mathématiques aujourd'hui se retrouvent un peu partout, dans tous les domaines. Il y a un peu de mathématiques, tu vois. Et donc, je pense qu'il faut d'abord identifier le problème. Quand on identifie le problème, on va maintenant chercher à y remédier. Est-ce que c'est juste un problème de pléthore dans les salles de classe? Et si c'est ça, ok, on essaie de négocier avec le gouvernement ou encore d'autres partenaires pour investir sur la construction d'autres bâtiments, pour essayer un peu d'alléger. Est-ce que c'est un problème en personnel enseignant? Si c'est le cas, il faut essayer de voir avec le ministre, soit des Finances, pour voir si on peut réserver, en fait, décaisser de l'argent pour pouvoir intégrer des enseignants qui viendront booster l'effectif déjà sur le terrain pour essayer d'alléger et de diminuer les effectifs dans les salles de classe. Et aussi, à cela, il faudra toujours ajouter le partenariat public-privé, c'est-à-dire les sociétés de la place. Il faut obligatoirement créer des conditions qu'il y ait des partenariats entre, par exemple, l'université et des entreprises. Comme ça, tous les étudiants doivent passer des stages. Parce que ce qu'on apprend à l'école, c'est théorie. C'est vraiment théorique. Et on a besoin de lier cela avec la pratique. Mais où est-ce qu'on va apprendre cela? Si au niveau de l'université, on n'a pas vraiment tout, on n'a pas tout les matériels adéquats, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller au niveau des sociétés parce que là-bas, on y trouve. Et ça permet aussi aux étudiants déjà d'avoir
une expérience déjà dans ce qu'ils vont faire ou encore ce qu'ils vont devenir demain ou après-demain. Donc je pense que le grand travail à faire aujourd'hui, si j'étais appelé à occuper ces fonctions, c'est ça. C'est d'abord chercher à voir par rapport à tout ce qui a été fait, tout ce qui a été déjà fait, pardon, qu'est-ce qui a marché. Ce qui a marché, on va encore booster, en fait, donner plus de moyens pour aller encore plus. Et ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui n'a pas marché, on va maintenant essayer de trouver des solutions pour que cela marche. Voilà un peu ce que je peux... Monsieur, oui. Alors, comment faire avec nos frères et sœurs qui sont vécus un peu comme des villages dans des localités où l'accès à l'école est assez difficile? Comment essayer de... Vu qu'on est sur l'éducation scolaire, un des moyens, c'est d'apporter aussi cette connaissance dans ces coins du pays ou bien des régions, en fait. Ils en ont besoin aussi. Et certainement qu'ils ne comprendront pas les leçons peut-être de la langue française ou autre. Mais je pense qu'à Bayardel, on forme des enseignants en lingala, en kituba, voilà. Donc, bon, disons, on forme des gens qui apprennent des langues, en fait, des lettres, je crois. Marien Gwabi, la faculté des lettres. On forme des étudiants, voilà, des étudiants dans quasiment toutes les langues du pays. Et si ces mêmes étudiants-là, on pouvait en fait les emmener à un niveau d'enseignant dans ces mêmes langues. Et puis les prendre et, je sais pas, affecter dans ce genre de région. Et ils vont transmettre un certain message dans une langue où les gens vont comprendre facilement. Tu vois un peu? Ils vont comprendre facilement. Mettons il y a d'autres cas, il y a un autre moyen aussi, les sortir de là à travers peut-être un métier, à travers un travail manuel et autres. Ça c'est entre parenthèses, mais pour le cas scolaire, vu que c'est le thème que nous abordons, c'est faire en sorte qu'il y ait également des enseignants là-bas. Et le plus facile, en fait, c'est de prendre quelqu'un qui est déjà là-bas, le former et le ramener là-bas. Là, il va aller sans pour autant se plaindre. Mais si on prend quelqu'un d'ailleurs, ramener, ça devient... Donc, voilà. C'est un peu ça. Merci beaucoup pour votre temps et votre contribution. Nous avons vraiment sur mon minute, vous avez juste aux futurs parents que nous sommes et aux parents que nous sommes aussi. Donc aux futurs parents que nous sommes et aux actuels parents qui sont, de prendre nos responsabilités en tout cas. S'il faut frapper l'enfant, il faut le frapper. Juste pour dire que nous devons prendre nos responsabilités de parents, savoir comment éduquer nos enfants, parce que ça commence dès le bas âge. Si vous lui posez de bonnes bases, il va grandir avec partout où il est. entre l'âge de 0 à 7 ans. Voilà. 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 Très capital. Donc, nous avons un très très grand rôle à jouer en fait. Ok, moi je veux d'abord remercier l'équipe de m'avoir invité pour la deuxième fois. Et ce que je peux conclure concernant ce thème sur le rôle de l'éducation, je peux juste dire que à ma connaissance, personne, je dis bien personne, ne peut réussir s'il ne passe pas par le banc de l'école. Je m'explique. Aujourd'hui, on peut parler des gens qui peut-être ont abandonné, mais ils ont été à l'école. N'est-ce pas? Aujourd'hui, si tu prends un enfant qui vient de naître, qui n'a jamais été à l'école,
excepté que ça soit, par exemple, désolé, excepté que ça soit un génie, ou bien encore vraiment que c'est Dieu qui puisse décider ainsi. Mais si cet enfant n'apprend pas, il va maîtriser rien de ce qui est dans le monde. Il doit au moins d'abord aller à l'école, apprendre à écrire et après faire le reste par lui-même. C'est possible. Mais tant que l'enfant n'apprend pas à écrire, il ne peut rien faire de lui-même. Et ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Il ne faut pas confondre le fait de laisser l'école, ne doit pas être considéré comme quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. C'est différent. Il y a abandonné et ne jamais été à l'école. Et je pense que beaucoup aujourd'hui, peut-être vont se cacher que moi, je n'ai jamais été à l'école pour peut-être impressionner. Mais ils ont été enseignés d'une manière ou d'une autre. Donc, ce que je peux dire, c'est que aux parents que nous sommes, c'est qu'il est très, très, très important de veiller à l'éducation de ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, on a des parents qui sont démissionnaires, qui croient que l'enseignant, son rôle, c'est d'éduquer ton enfant. Non. L'enseignant, son rôle, c'est d'apprendre les connaissances qui est dans son programme à ton enfant. N'est-ce pas? Et l'éduquer aussi, parce qu'on a des enseignants qui vont intervenir sur l'éducation morale et civique. C'est vrai. Mais le parent ne doit pas se dire que c'est eux d'éduquer mon enfant. Non, ce n'est pas à eux d'éduquer ton enfant. C'est à toi d'éduquer ton enfant et d'envoyer un produit fini. Non, pas un produit fini, mais un produit bien raffiné au niveau de l'école. Et l'école va emmener le produit jusqu'à la finition. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur ce qui concerne l'éducation. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir participé à notre émission. Nous vous disons merci et à la prochaine émission. Au revoir.